Good morning, everybody. Very nice of you for all you to come out. Actually, as I look through the room, I see a lot of familiar faces, our industry partners, our patients, and colleagues. And it's we all have a common problem, obviously. And the only way to solve some of these problems is to partner up. And I think these type of sessions is where we actually get everybody together. And we do need patient input so that we know where to go also. So glad to see everybody here. So we're going to start off the first session with diagnosis and treatment with one of our very own, Dr. Juan Rivera. He's an associate professor at McGill University in endocrinology. It's okay, I promoted you today. It's okay. And he'll be talking about, before you can talk about anything, you actually got to classify it. That's what they keep telling me. So we're going to have Juan classify neuroendocrine tumors for us. Juan. Merci pour cette introduction, docteur. Oui, typiquement, la première chose à dire dans ce type de conférence, c'est d'aborder des choses de base, c'est-à-dire de définir ce dont on parle. Donc, nous allons vous permettre d'être tous sur la même page afin de mieux comprendre les présentations qui suivront. Alors, les objectifs ici de ma présentation, c'est de vous permettre de comprendre les choses de base qu'il faut comprendre à propos des tumeurs endocrines. Qu'est-ce qu'on veut dire par tumeur neuroendocrine, les différentes classifications de ces TNE et l'importance de la compréhension de cette classification pathologique. Alors, commençons par la chose de base. Qu'est-ce qu'une tumeur? Vous savez, les mots que nous utilisons dans notre pratique quotidienne, lorsque nous expliquons à un patient quelque chose, le même mot peut avoir une connotation complètement différente dans l'esprit du patient et du médecin. Et ce que je vais commencer à faire ici avec les premières diapos, de clarifier ce qu'on veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas la définition d'un mot? Eh bien, on va dans le dictionnaire. Une tumeur, selon le Merriam-Webster, c'est une néoplasie, c'est-à-dire une nouvelle croissance de tissu qui est anormale ou maligne et qui possède aucune fonction physiologique et qui est issue habituellement d'une croissance non contrôlée et habituellement rapide. Lorsqu'on dit tumeur, ça ne veut pas nécessairement dire un cancer. Ça peut être quelque chose de bénin, donc non cancéreux, et malin, et donc cancéreux. Et qu'est-ce qu'un cancer? Selon le même dictionnaire, Merriam-Webster, on définit un cancer comme une tumeur maligne, potentiellement de croissance illimitée, qui prend de l'expansion localement, de manière invasive à l'intérieur des tissus ou par métastase. Et donc, quand on entend systématique par métastase, par un processus métastasique, c'est-à-dire qui va dans des endroits très distants de la tumeur originale. Ça, c'est la base. La plupart d'entre vous est au courant de ça. Mais il est important de comprendre la même chose. Alors, qu'est-ce qu'une tumeur endocrine? Eh bien, c'est une croissance qui affecte les parties du corps qui sécrètent des hormones. Et donc, ces tumeurs ont le potentiel de produire des hormones elles-mêmes et de causer un état de maladie à cause de la non-régulation de cette production hormonale comparativement au niveau normal de production de l'hormone en question. Qu'est-ce qu'une hormone? Eh bien, une hormone est une substance chimique qui est formée dans des cellules spécialisées et transportée par le sang pour avoir des activités de régulation sur d'autres cellules ou organes qu'on retrouve dans le corps.
Alors, habituellement, l'hormone voyage à travers le système sanguin. Il y a aussi des hormones qui peuvent agir sur les cellules à proximité de l'organe qui les produit, mais typiquement, c'est répandu par la circulation sanguine et affecte l'ensemble du corps, soit au niveau des cellules, soit au niveau d'organes spécifiques. Et finalement, quelle est la différence entre une tumeur endocrine et une tumeur neuroendocrine, ce qu'on appelle des TNE, et qui est le sujet principal de notre conférence. Ces termes peuvent être utilisés de manière interchangeable, mais si nous devions définir la différence, c'est que les tumeurs neuroendocrines font partie des néoplasmes des tumeurs endocrines, mais ils affectent des cellules plus spécialisées. Et comment est-ce qu'on les appelle? Eh bien, on les appelle des cellules neuroendocrines. Donc, les tumeurs neuroendocrines proviennent des cellules neuroendocrines. Et ces cellules sont à la croisée des cellules endocrines et des cellules nerveuses, des neurones. Donc, ils ont l'habilité de sécréter des hormones comme les cellules endocrines, mais ils ont aussi des spécificités qui se rapportent au système nerveux. C'est pour ça que nous les qualifions de cellules neuroendocrines, et les tumeurs qui en découlent sont appelées tumeurs neuroendocrines. Quels sont les marqueurs qui les différencient? Eh bien, je n'irai pas dans le détail ici, je ne vous donnerai pas toute la liste des substances qui les différencient, mais la plupart de ceux qu'on utilise, ce sont des anulases spécifiques aux neurones qu'on retrouve dans les... il y a d'autres marqueurs aussi, par exemple la chromogranine A, qui se retrouve à l'intérieur de la cellule, où les cellules entreposent leur sécrétion. Donc la chromogranine A est sécrétée et entreposée à l'intérieur. Il y a aussi la synaptophysine qui est sécrétée et qui peut être mesurée dans la circulation sanguine. Donc ce sont des marqueurs. Donc ces tumeurs sont dérivées des cellules neuroendocrines, et elles sont présentes partout, ces cellules, que ce soit dans le cerveau ou jusque dans l'abdomen. Voici une représentation schématique. Est-ce que j'ai un pointeur ou une souris? Vous auriez un pointeur? Bon, de toute façon, je pensais avoir la cellule ici, mais enfin... c'est pas grave. Vous pouvez voir la liste des adénomes pituitaires, des cancers médulaires de la thyroïde, des adénomes parathyroïdes. Je vais pointer sur moi-même. Alors, des adénomes pituitaires font partie des tumeurs neuroendocrines, parce que les cellules pituitaires sont des cellules neuroendocrines. Il y a aussi des cellules parafolliculaires, par exemple, les adénomes parathyroïdiens. Ensuite, vous avez les poumons et le thymus qui contiennent des TNE aussi, qui peuvent avoir des TNE. Il y a le gastro-entero-pancréatique, les TNE gastro. Il y a 15 différents types de cellules qui sont toutes neuroendocrines et qui sont distribuées dans le tractus gastro-pancréatique. Il y a les phéochromocytomes et les paragangliomes qui font partie des glandes. Et il y a aussi certaines cellules nerveuses qui sont réparties partout dans le corps jusqu'aux gonades. Et ensuite, les prostates, les cancers testiculaires ou ovariens et d'autres rares TNE. Donc, ceci étant dit, il nous faut insister sur le fait que lorsqu'on se réfère à des tumeurs neuroendocrines,
C'est surtout celle que j'ai soulignée, surtout au niveau du thymus et des poumons, les TNE gastro-entéropancréatiques, et moins pour les phéochromocytomes et les paragangliomes. Les autres sont traités séparément, même s'ils partagent des caractéristiques des tumeurs endocrines, neuroendocrines. Et qu'est-ce que ces tumeurs ont en commun? Eh bien, je l'ai mentionné auparavant. En général, ils ont une croissance qui est lente, relativement lente. Évidemment, quand je parle de vitesse de croissance, c'est relatif ici, là, mais habituellement, ils croissent à une vitesse moindre comparée à d'autres néoplasmes. Il préserve les chemins régulateurs hormonaux qui modulent leur croissance. Et donc, comme leur croissance est modulée par des hormones, et comme je l'ai dit auparavant, ils ont la capacité de sécréter des hormones. Et c'est un problème parce qu'ils les sécrètent en excès. Ces tumeurs diffèrent des autres tumeurs. Quand on les regarde au microscope, par exemple, il est très difficile de dire quelle tumeur est maligne et l'autre bénigne. C'est plutôt leur comportement qui va déterminer de quel côté elles vont tomber. Il y a beaucoup de recherches en ce moment pour tenter de définir ce que nous voyons lorsqu'on examine une pathologie au microscope. Mais lorsqu'on regarde cette tumeur, on cherche des signes qui vont prédire le comportement, mais ils ne sont pas faciles à prédire au niveau de leur comportement. Et finalement, elles réagissent très mal à la chimiothérapie conventionnelle. Alors, comment est-ce qu'on peut les classifier, ces tumeurs? On peut les classifier selon leur capacité de sécrétion, leur fonction, donc. On peut les classifier selon leur origine anatomique, leur emplacement dans le corps, ou selon leur histologie. Qu'est-ce qu'on voit, en d'autres mots, sous le microscope et le degré de différenciation avec la cellule originale. Donc, selon la capacité de sécrétion, on peut les classifier comme étant fonctionnels ou non fonctionnels. Est-ce que la tumeur est fonctionnelle ou non fonctionnelle? Et les tumeurs, les TNE fonctionnelles, elles sont parmi les plus fréquentes ici. C'est une série de recherches faites par le Dr Vinick concentrées sur les tumeurs gastro-entéropancréatiques. Et on peut voir que celles qui sont les plus fonctionnelles sont les soi-disant carcinoïdes, qui sont capables de produire le syndrome carcinoïde. D'autres, les insulinomas, les peptinomas, les gastrinomes, les vipomas, les glucagonomes sont moins fréquentes. Qu'est-ce que le syndrome carcinoïde? On l'a déjà mentionné et certains d'entre vous le connaissez. Je vais le définir. C'est un groupe de symptômes qui se présentent et qui ont une origine commune. Ces symptômes sont le rougeur de la peau, une pâte non accompagnée de sueur, dans la partie supérieure du corps, la diarrhée. J'ai entouré aussi les crampes et bronchospasme, un bruit caractéristique des poumons. Ce sont donc une présentation typique d'un syndrome carcinoïde. On voit aussi des lésions cardiaques. On en voyait auparavant davantage. On voit que d'autres symptômes et signes sont également par exemple, la faiblesse de la myopathie, des dilatations des vaisseaux sanguins à la surface de la peau. Vous pouvez avoir aussi la diarrhée dans ce syndrome du carcinoïde. Vous pouvez avoir dans 15% des cas, la diarrhée avec une rougeur de la peau ou dans 5% des cas, une diarrhée sans rougeur de la peau. Voici à quoi ça ressemble, cette rougeur de la peau. Voici le visage. Les deux premiers visages ici qui sont à la gauche sont très typiques du syndrome carcinoïde. Et à droite, c'est un syndrome carcinoïde atypique. C'est plus
douloureux. Il y a c'est accompagné d'enflures et ça peut durer plusieurs heures. Bon, on a commencé en retard un peu. Je ne vais pas donc entrer dans les détails de cette liste ici. Il y a différents syndromes causés par différentes hormones produites par différentes cellules dans le petit intestin, l'intestin grêle et l'intestin moyen. Alors, quelle est la classification anatomique? Eh bien, typiquement, on a classifié ça comme étant l'intestin antérieur, postérieur et moyen. Donc, on commence avec le thymus, le poumon, l'estomac, le pancréas et l'estomac moyen, le jéjunum, l'iléum, l'appendice et la première partie du côlon, le côlon ascendant. Et le côlon postérieur, c'est-à-dire la deuxième partie, le côlon descendant, le sigmoïde et le rectum. Donc, quelle est la signification de cette classification? Eh bien, ça a une certaine valeur parce qu'on voit différents syndromes ou différentes manifestations cliniques dépendamment de l'origine. Mais ça ne définit pas, évidemment, c'est pas le jour et la nuit entre ces différentes catégories. Par exemple, dans la partie supérieure du corps, il y a davantage de syndromes endocrines, davantage d'excès hormonaux. Au niveau de l'estomac moyen, il y a métabolisation de ces hormones dans le foie, et à moins qu'il y ait métastase au foie, il y a très peu de manifestations d'excès hormonal à cause de ça. Et finalement, il y a la dernière classification, et ici, c'est le degré de différenciation. On peut dire des tumeurs de haut niveau ou de faible niveau. Faible niveau, ça ne veut pas dire que c'est bénin, parce que vous pouvez avoir de faible niveau bénin et malin. Donc, au bout du compte, au terme de cette classification, il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte pour les différencier de bénin et malin, ou alors, mais au bout du compte, s'il y a métastase, eh bien, on est définitivement en présence de tumeur maligne. Et en absence de métastase, on peut suggérer ou prédire le comportement agressif, une tumeur qui dépasse 2 cm, une tumeur invasive, un index qu'on appelle KI67 qui, lorsqu'il dépasse 2%, indique une haute activité, une grande activité des cellules en termes de prolifération. Ensuite, l'identification de nécrose ou de l'atypie cellulaire qu'on peut visualiser. Alors, il y a différentes associations ou sociétés qui se consacrent à l'étude de ces tumeurs et qui ont émis des définitions de la manière dont il faut rapporter ou décrire. Il y a des étapes de développement de ces tumeurs. Par exemple, on peut passer de la catégorie 1 à la catégorie 2 et on sert de ces catégorisations pour prédire l'évolution et l'impact de la tumeur sur la qualité de vie et la survie des personnes affectées. Donc, les recommandations de la Société des tumeurs neuroendocrines européennes, ils ont travaillé là-dessus depuis plusieurs années et ils continuent à produire de nouvelles recommandations à propos des classifications. Ces lignes directrices étaient excellentes en termes de la manière dont il fallait faire. Dans leurs recommandations, les différentes étapes de développement avaient une valeur de prognostic. Mais aussi, ils pouvaient aider le docteur le médecin en termes de ses décisions thérapeutiques. Ils ont donc une classification des tumeurs, du système lymphatique et des métastases.
Et un autre système de classification que j'ai déjà mentionné qui considère plutôt le niveau d'activité de ces cellules, par exemple au niveau du compte des mitoses et du Ki-67 et les exigences minimum en termes de biopsie qu'il faut pratiquer. Ces systèmes sont présentement en phase de validation et à McGill, on tente de faire nos propres validations de ces systèmes d'évaluation et de différents niveaux de développement des cellules. Pour ce faire, nous avons examiné des rapports de biopsie du centre universitaire de l'Université McGill. Nous avons divisé ces biopsies entre celles qui étaient produites avant 2004 et depuis 2004, c'est-à-dire que c'est l'année où la deuxième classification a été produite par l'OMS et c'était donc une nouvelle classification. Et essentiellement, l'idée, c'est de tenter de voir si nous sommes capables d'évaluer l'étape atteinte par les cancers chez ces patients qui ont subi une biopsie. L'OMS exigeait qu'on décrive la taille, la profondeur, l'index mitotique et le Ki-66 ainsi que l'angio-invasion. Il y a plusieurs autres paramètres, mais je vais vous parler uniquement de ces trois marqueurs. Ce qu'on peut voir ici, c'est que dans notre centre universitaire, il y a eu beaucoup de progrès si vous comparez avant 2004 et après 2004 en termes des critères de l'OMS. Nous avons compté les patients qui répondaient aux 5 critères, c'est-à-dire tous les 5, il y avait 0, au moins 4, au moins 3 et au moins 2. Avant 2004, les pourcentages étaient faibles, mais depuis 2004, la fréquence de traitement a augmenté. Et avec 2 de ces critères, on a pu identifier 95% des patients. Avec les normes européennes, avant 2004, 3 critères 0, 2, 0. Mais depuis 2004, il y a eu une augmentation significative des biopsies qui rencontraient les critères fixés par la Société européenne des tumeurs neuroendocrines. Ce n'est pas qu'on ne les voyait pas auparavant, mais elles n'étaient pas détectées parce que cette information n'était pas bien connue et cette information n'avait pas d'impact dans la gestion. Je suis certain que le docteur Amré va vous en parler davantage. Et en conclusion, on peut dire que nous avons connu un progrès significatif au sein de notre institution en termes de la qualité des rapports de biopsie. Cependant, il nous faut en arriver à des protocoles qui tiennent compte de critères plus précis et nous devons conduire ou mener notre propre processus de validation. Et c'est pour ça que votre contribution est nécessaire. Et à ce moment-ci, j'aimerais mentionner que la base de données pan-canadienne est en pleine élaboration et elle sera accessible à ceux qui peuvent donner leur consentement pour participer à cette base de données. Et donc, vous serez les bienvenus pour obtenir de l'information qui découle de cette base de données. Merci beaucoup.